Alors que l'étymologie du mot luxe renvoie à l'excès, cette connotation peut apparaître assez peu compatible avec le développement durable. Pourtant, les hôteliers ont commencé à mesurer l'importance de le prendre en compte face à une clientèle, mais comme nous tous d'ailleurs, qui est de plus en plus empreinte d'une conscience écologique. Mais sur quoi faut-il agir? Que faut-il apporter de moins ou de plus? Qu'attend réellement le client? On va compter sur nos invités pour nous apporter des éléments de réponse et sur vous aussi pour poser vos questions tout à l'heure. Je vous les présente, nos invités. Corinne Louison, bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice, on va voir vos photos, cofondatrice de Fairmove, plateforme de distribution qui recense les hôtels à impact positif et qui œuvre pour un tourisme plus responsable. 3500 établissements référencés avec un objectif d'en avoir 5000 à terme. Stéphane Martinez, bonjour Stéphane, président de la commission RSE du GNI, le groupement national des indépendants hôtellerie et restauration. C'est très vaste, hein, les bars, les hôtels, les restos, les boîtes de nuit. Et puis César Lassara, bonjour César, cofondateur de Pitaya Group, un créateur de concepts hôteliers pour les investisseurs, globalement. Voilà, je ne me trompe pas trop en disant ça. L'écologie dans l'hôtellerie, on en parle finalement depuis quand? Est-ce qu'il y a 10 ans on en parlait? Je ne crois pas. On a l'impression que ça remonte à 3-4 ans. Corinne, avec un micro, tenez, comme ça on vous entend beaucoup mieux. Alors effectivement, en fait, on en parlait finalement assez peu. Ouais. Il y avait quelques groupes hôteliers qui avaient déjà, en tout cas, pris cette conscience, en tout cas, de l'écologie et qui commençaient déjà à en parler, à afficher très clairement les actions qu'ils menaient. Vous le posez sur le menton. Vous le posez sur le menton. Voilà, les actions donc qu'ils menaient, mais sinon c'était assez confidentiel et en tout cas pas tellement mis en avant. Ces 4 dernières années, on va dire qu'il y a une petite musique qui a un petit peu changé, notamment avec l'urgence climatique et aussi des questions nouvelles qui sont venues se mettre sur le terrain, à savoir comment réguler les flux, comment voyager de manière plus intelligente. Consommer déjà différemment donc le voyage. Et à ce moment-là, effectivement, on a commencé à voir s'éveiller une vraie conscience, ou en tout cas un vrai questionnement de la part des professionnels en ce qui concerne l'écologie. Et j'ai envie de dire que ces dernières années, et plus particulièrement dans le contexte Covid, les réflexions se sont vraiment accélérées. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde veut jouer un rôle et heureusement faire donc des voyageurs responsables et aussi être acteurs en fait de cette hôtellerie de demain. Stéphane, vous êtes président de la commission RSE. Et cette commission, elle existe depuis combien de temps? Ça peut nous donner une indication sur la prise de conscience. Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Cette commission, elle existe. La commission RSE existe depuis 2019. Ouais, mais avant ça, nous avions au GNI une commission développement durable qui s'est créée en 2014. Très bien. Et on a déjà, dès 2014, fait passer des messages à nos adhérents, essayer de s'y reprendre les bonnes habitudes de nos adhérents un peu innovants. Donc on est dedans depuis... C'était comment? C'était pour des petits gestes au départ? C'était au départ, la prise de conscience a été surtout sur les déchets. C'est là, il y a eu beaucoup de questionnements dessus. Sur les consommations énergétiques aussi, le linge, l'eau. Ça, c'était les questionnements de départ. Il y a eu aussi un point sur lequel on a travaillé. Alors, est-ce que ça fait partie de l'environnement? Ça reste encore à vérifier. C'est la dématérialisation du papier. Voilà. Ça, c'était les premiers tests qui avaient démarré en 2012, je crois. Et cette commission s'est créée en 2014 et elle a transféré avec la RSE parce qu'on s'est dit développement durable, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait une partie sociale et environnementale derrière. Tout soit engagé. César, est-ce que ça fait partie du socle aujourd'hui de chaque projet que vous concevez, auquel vous réfléchissez pour vos clients? Alors effectivement, ça fait partie du socle. Et aujourd'hui, quand les clients viennent nous voir, les investisseurs viennent nous voir pour des créations d'hôtels ou de restaurants, aucun ne vient nous voir en disant on aimerait maintenant créer un hôtel green ou ça c'est... Ah oui. C'est fini ça. Parce qu'on considère, et c'est les échanges qu'on a avec eux, que finalement on a une dette envers ses clients. Le développement durable est une dette envers les clients. Maintenant c'est devenu un indispensable. Et je dirais quand même, moi il y a 10 ans j'étais dans le groupe Barrière à Deauville. C'était le tout début je crois Et souvent ce que vous dites là c'est qu'on se raccroche à la grille de classification hôtelière. Et une fois de plus je pense que le secteur... de l'hospitalité, hôtellerie, a un vrai retard par rapport à ces sujets
parce qu'aujourd'hui, finalement, on essaie encore de broder, toujours ces espèces de médaillons dans les salles de bain qui disent qu'il faut poser le linge par terre. Alors que finalement, la plupart des clients en font 100 fois plus chez eux. Et que l'hôtellerie aujourd'hui est encore à essayer de se poser des questions, mais que le client... Et déjà en avance. Voilà. On va y revenir. Ça commence à la construction ou pas? Oui, ça commence à la construction pour certains acteurs. Quels matériaux on veut utiliser? Exactement, pour avoir certains labels. Néanmoins, je ne crois pas aujourd'hui que le client final soit intéressé par la construction dans le bâtiment dans lequel il va dormir. Vous confirmez ça, Corinne? Est-ce que, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce que ça peut devenir un critère de choix d'un hôtel s'il a été construit de façon durable? Oui, absolument. En fait, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les voyageurs ne vont pas formaliser de manière aussi claire je veux un hôtel avec un impact très léger sur l'environnement, etc. Ce n'est pas formulé. Néanmoins, l'architecture hôtelière est très importante et on sait qu'ils vont chercher plus particulièrement des hôtels en bois, bien intégrés dans la nature. Voilà, il y a quand même une recherche effectivement d'un bâti un petit peu plus intégré. Et ça, ils le formulent. Bon, forcément, pour leur désir d'évasion, c'est vrai que si c'est pour se retrouver sur une petite île, dans des très jolies villas, avec beaucoup de végétation autour. Donc on sent quand même qu'il y a quand même la recherche d'un bâti quand même beaucoup plus naturel. Naturel. Stéphane, c'est des réflexions que vous avez ou pas sur la construction des bâtiments qui soient construits de manière durable? Alors nous, non, on n'a pas, en tant qu'organisation professionnelle, on ne s'occupe pas de ça, non. Mais ce n'est pas des sujets dont parlent vos adhérents aujourd'hui. Alors, juste pour qu'on lance le débat, Corinne, puisque vous êtes très spécialiste du sujet, c'est quoi un hôtel engagé? Ça, c'est une très bonne question. En fait, un hôtel engagé, j'ai envie de dire que c'est un hôtel qui est un peu éco-conscient, qui se met au cœur un petit peu des enjeux d'aujourd'hui, tant environnementaux que sociétaux, et qui sait qu'il doit jouer un rôle, en fait, tout simplement de la société d'aujourd'hui, et faire face aux attentes des consommateurs, bien sûr, mais aussi jouer un rôle localement, et tout simplement dans la perspective aussi de redistribuer des richesses, donc de rééquilibrer aussi les rapports, on va dire, nord-sud, et de se dire que malgré tout, il a une mission locale auprès en fait, des populations. Donc ça englobe quand même mais ça restera en même temps le sujets. Groupe. C'est-à-dire qu'un hôtel dans Paris, comment il peut être engagé? Il y a des façons différentes d'être engagé de manière au niveau de l'écologie, alors par des petits gestes des fois. Oui, c'est ça, ça commence par ça. Voilà, en fait, je pense qu'on a une vision souvent extrêmement, tranchée de l'écologie, et on se dit que soit on est 100% écolo, ou soit on l'est pas du tout, etc. Donc il y a quand même une politique des petits pas qu'il faut saluer d'ailleurs, parce qu'il faut encourager en fait la progression, et ça peut commencer par afficher tout simplement quelques éco-gestes. Déjà, sensibiliser bien sûr le personnel par de la formation, les associer effectivement aux actions qu'on va mettre en place. Ça peut être, je sais pas, un petit jardin bio sur le toit pour un hôtel à Paris par exemple. Ça peut être ensuite le choix, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, de produits d'accueil labellisés écolo, bio. Voilà, une alternative aussi à du nettoyage chimique en utilisant plutôt des produits non nocifs. Alors ça, là, je parle des petits pas. Oui, là, je parle des petits pas. Et puis après, pour un hôtel, on peut aller jusqu'à la certification, justement, la labellisation, ou pas d'ailleurs, parce que le plus important, ce sont les actions qui vont être menées concrètement autour de la gestion de l'eau, de l'énergie. Voilà, donc il y a énormément de façons aussi de contribuer. Il y a l'immersion aussi. Est-ce que dans l'immersion, le sourcing local. Voilà, si on se dit que déjà dans l'assiette des clients, 70% de l'alimentation est issue à 10 km autour, voilà, une centaine de kilomètres autour. Déjà, vous faites déjà un grand geste, enfin un grand pas pour l'écologie en tout cas. Et donc voilà. Donc en fait, après il y a le curseur, forcément. Après, le traitement des eaux de pluie, le traitement des eaux grises, etc. Donc on peut aller beaucoup plus loin, mais ce qui est important, c'est effectivement de mesurer la progression et de finalement d'être assez positif. Pas juste pour se donner bonne conscience. Oui, pas seulement pour voilà. Et d'ailleurs, des hôtels qui sont à mission, qui ont véritablement qui vont plus loin. Stéphane, les hôtels engagés, ça commence comment pour vous, chez vos adhérents? L'hôtel qui dit je m'engage, je suis engagé, je fais du développement durable, ça commence par du petit pas? Ils y vont en général, ils sont pas par petits pas, ils sont très impliqués. Ah oui. J'ai contacté 2-3 adhérents qui ont des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, dans le luxe, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils amenaient aussi,
comme démarche. Il y a un hôtelier de chez nous qui est en Savoie, je ne donnerai pas les noms, qui lui, il m'a dit, moi Steph, ça fait 10 ans, je fais du localisme. Tiens, qu'est-ce que je localise? Lui, il sort ce nouveau monde là. Ben, il me dit, ça fait 10 ans, nous, on a 4 étoiles plus. Alors, tout est local. On est en Savoie, l'énergie vient de Lyon, j'ai un contrat vert, et chez moi, du jus d'orange, il a un hôtel-restaurant, à la viande, aux légumes, tout rentre chez moi, c'est local. Voilà. Tout le monde le sait. Tu n'auras pas de Coca-Cola quand tu viens chez moi, il faut le savoir. Voilà. Il amène tout ça, et il beaucoup partent aussi dans les mesures énergétiques. D'être capable de dire au client, ben voilà, il y a un moyen de mesurer la consommation énergétique. Ouais. Après, le client fera ce qu'il voudra, mais ces démarches-là sont, en général, quand ils y vont vraiment. Hein, et on a d'autres aussi hôteliers qui mettent, bien entendu, à disposition des bornes électriques, qui mettent des solutions de déchets, qui sont vraiment engagés, sans label. Et on en a d'autres qui sont labellisés derrière. Mais la dynamique est présente. César, vous parliez de ce qu'on voit encore dans les hôtels aujourd'hui, c'est-à-dire les petits panneaux dans les salles de bain, par exemple, mettez vos serviettes par terre, etc. Ça, c'est du développement durable, déjà? Ou est-ce que finalement, c'est des clignotants qui commencent à ne plus se voir, tellement on les voit depuis des années? Je pense qu'on commence à ne plus les voir, mais c'est aussi la politique des petits pas, et je pense que, il en faut pour tout le monde, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une écologie punitive. Culpabilisante. Et trop souvent, et je ne citerai pas certaines marques d'hôtels qui sont un peu tombées là-dedans, où finalement tu vas payer ta mauvaise écologie. Alors qu'en fait, on est dans une privation, alors qu'on est là pour offrir une expérience à ses clients. Et je pense que ceux qui vont à fond dans l'écologie, et j'aime bien l'exemple que vous donniez là, c'est finalement ceux qui font aucun compromis dans 360 degrés. C'est pas juste faire des petits pas, mais avoir une réflexion sur l'ensemble de la chaîne. Et l'extrême, c'est d'être une entreprise à mission, mais au moins on a un RSE fort, etc. Et on a des vraies actions. Et finalement, c'est diffus dans tout le parcours que va avoir votre client depuis sa réservation jusqu'à son départ. Ouais, il faut que la démarche elle soit sincère de toute façon. Et si elle ne l'est pas, de toute façon, les clients le ressentent, le voient. Et c'est vrai que dans un des points que tu dis, Stéphane, ce qui est important, c'est d'expliquer. Et c'est vrai qu'un hôtel qui prend cet engagement, la plupart du temps, il ne faut pas s'en cacher. Il faut au contraire expliquer sa démarche auprès des clients qui vont adhérer. Et je donne l'exemple, par exemple, d'une chaîne, la chaîne Attitude, par exemple, qui est plutôt une chaîne d'hôtels 3-4 étoiles, ont pris le parti de faire signer à leurs voyageurs une charte. Elle n'est pas impliquante, elle n'est pas engageante, mais en vérité, déjà, c'est expliquer pourquoi il y aura plutôt des gourdes qui sont prêtées ou vendues plutôt que des bouteilles en plastique. Pourquoi il y a une boutique de vrac On n'a pas l'habitude de voir des boutiques de vrac, en principe, dans le lobby. Être pédagogique sans être lourd. Exactement, et finalement, on s'aperçoit que les clients, ils acceptent. Ils repartent d'ailleurs avec un éveil un petit peu différent. Peut-être des gestes qu'ils vont d'ailleurs adopter chez eux à leur retour. Et ça se fait dans une réelle fluidité parce que la démarche de départ est sincère et complètement, j'ai envie de dire, assumée par l'établissement. César ? Je reviens aussi sur ce que je disais au début, c'est que le voyageur chez lui, il va beaucoup plus loin que ce que fait l'hôtelier. Et souvent, c'est l'hôtelier qui a les chocottes. De finalement mettre en place des choses qui pourraient paraître évidentes. En ce moment, on travaille sur la création d'une nouvelle marque où on va presque imposer même de ne pas faire les chambres tous les 2 ou 3 jours, même la recouche. En fait, quand vous êtes chez vous, on change pas les draps tous les jours. Qui fait votre lit? Et c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui est tourné sur le luxe, mais c'est lorsqu'on échangeait la dernière fois, c'est pas parce qu'une personne va dormir dans le luxe qu'il ne va pas non plus avoir cette sensibilisation à l'écologie. Bien sûr. C'est compliqué de ne pas passer pour des donneurs de leçons, Stéphane ? Nous, alors, au Génie, on n'est pas donneur de leçons. On remonte... Je parle pour les hôteliers. Pour les hôteliers, on remonte plutôt les bonnes initiatives de nos adhérents. On les met en avant. On n'est pas donneur de leçons. On explique aussi ce qu'il peut faire, mais pour ça, il y a des critères. Les étoiles sont des critères aussi qui existent. Alors, c'est pas simple, je vous ai entendu dire. Il n'y a pas énormément de critères. C'est vrai qu'il y a 5 ans, il y avait uniquement, si je ne me trompe pas, je crois que c'était 17 critères, 13 critères sur l'environnement. Aujourd'hui, il y en a 27.
Il y a quand même 60, si je ne me gourre pas, il y a 63 items, dont 32 qui sont indispensables. Il y a des ouvertures où derrière ça, sur les consommations d'énergie, il y a des choses à faire de la part des hôteliers s'ils veulent les étoiles. Tout le monde les connaît, ces pratiques. C'est des doubles vitraux, c'est des détecteurs de présence pour les personnes. Sur l'eau, pareil. Alors l'eau, on a beaucoup de retours de la part d'hôteliers où, comme il me dit Stéphane, l'eau, on la fait mousser en ce moment. Enfin, on met des mousseurs d'eau pour la régler. Ouais. Mais l'eau, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui dans notre société. Mais dans 10 ou 15 ans, ça va être une rareté totale. Et aujourd'hui, ça ne coûte rien. Donc, faire des économies, mettre des mousseurs, il n'y a pas d'impact économique derrière, à part environnementaux, mais on ne s'en rend pas compte puisqu'on a de l'eau. Donc ça, c'est important. Après, il y a toutes les actions aussi sur les petits déjeuners où on a imposé d'avoir 3 produits locaux. Voilà, c'est des petites démarches. Et là où on a aussi acté fort, alors c'est des petits critères, on a réussi à faire bouger avec Atout France. C'est pas simple non plus, hein, c'est des institutions. Mais au moins, ils ont bien compris la formation du personnel. Et ça va derrière plus loin, parce que former du personnel, quand on a une démarche environnementale ou sociétale dans un hôtel de luxe, demain, certains hôteliers, pour le choix de leur personnel, les gars, ils diront je vais chez vous. Parce que vous avez une démarche, et je ne vais pas là-bas, même si c'est beaucoup plus cher. Le sens commence à prendre beaucoup plus d'importance, je pense, et c'est le retour que je peux vous faire de la part de nos adhérents. Tout à l'heure, je disais en introduction, finalement, que faut-il faire? Mais c'est quand même un secteur qui a la chance. En tout cas, c'est un secteur qui est au cœur de plein de problématiques environnementales. L'alimentation, le transport, le bâti, l'écosystème. Absolument, la biodiversité, etc. Ouais. Non, enfin, on a un secteur qui est exceptionnel parce qu'effectivement, il est au cœur de tous les enjeux. Et effectivement, le tourisme, l'hôtellerie, ça touche à tout. Ouais. Et tous ces sujets sont vraiment au cœur en fait, des réflexions d'aujourd'hui. Ils touchent les populations locales, donc l'éthique aussi. Voilà comment on fait pour... en tout cas partager les richesses à destination, et fort est de constater qu'aujourd'hui on a des hôtels qui sont assez récents et qui jouent pleinement ce rôle. Donc il y a l'écologie, oui. Il y a les actions donc complètement éco-responsables, la gestion de l'énergie, de l'eau, etc. Mais il y a aussi une implication très forte dans le tissu local. Je peux citer par exemple le cas d'un hôtel que j'aime beaucoup, l'hôtel Zouri à Zanzibar, qui a ouvert en 2018. Et on se dit, voilà, ok, d'accord, encore un hôtel de luxe, une 50aine de villas magnifiques, avec des piscines, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de savoir que cet établissement, il associe en tout cas la population à des opérations de nettoyage de plage, nettoyage du village. Ils ont mis en place des petites stations de collecte de déchets. Et plus encore, parce qu'ils ont aussi une mission sur l'éducation et l'inclusion, ils ont mis en place une sorte de fondation, une sorte d'école hôtelière pour permettre en fait tout simplement à ces jeunes d'avoir un job, demain en fait d'améliorer aussi leurs conditions de vie. Ils soutiennent en même temps, par exemple, une petite entreprise qui recycle du verre, lequel est racheté ensuite. C'est l'exemple ultime. Donc en fait, non, mais il y en a des comme ça, il y en a vraiment. Pour autant, ils n'ont pas de mission. Et pas que dans le luxe. Et pas que dans le luxe. Ouais. Et absolument pas que dans le luxe. Et heureusement, parce que sinon, l'alibi, ça serait de dire que les hôtels, éco-responsables sont forcément des hôtels qu'on ne peut pas se payer. Sûr, ouais. Et là, ça serait franchement dommage. Donc, au contraire, il faut démocratiser ces nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs, c'est pas de dire que il y a que celui qui peut se payer en fait une chambre à 700 € qui a droit en fait d'être éco-responsable. 90% des émissions de gaz à effet de serre du secteur, c'est l'électricité et les denrées alimentaires. On a beaucoup parlé d'alimentation depuis tout à l'heure. Est-ce que pour vous, là, César, l'alimentation, c'est un des points forts sur lesquels il faut aller et s'investir? Est-ce que le buffet, le all-inclusive, ça a encore du sens aujourd'hui? Alors, il peut avoir du sens, le all-inclusive. Mais nous, par exemple, on combat ces buffets qui, je vais être grossier, mais qui dégueulent. Dans ces offres all-inclusive. Là, on est rentré dans un projet où notre client va jusqu'à mesurer l'impact carbone de tout ce qu'il commande. En alimentation? En alimentation. Donc ça peut paraître une usine à gaz comme ça, mais ils se sont donné ce rôle, ou en tout cas cette mission d'être sûr que ce qu'ils vont servir dans l'assiette, sera... Alors moi, quand ils m'ont expliqué ça, ça me paraissait dingue d'en arriver là, et je me disais, est-ce que c'est pas jusqu'au boutiste? Et en fait, comme c'est pris dès le départ, finalement, c'est pas comme si on devait tout mettre à la poubelle et recommencer de zéro. Eux, c'est comme ça et c'est pas autrement.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est un peu là dans du non-compromis. Il y a des astuces pour contre le buffet. Exactement. En fait, déjà, les hôtels, en fait, aujourd'hui, essayent de mieux, sizer, en fait, de mieux adapter, en tout cas, leur buffet à la consommation réelle. Bon, il n'empêche qu'effectivement, et nous, en tant que voyageurs, et les consommateurs, aiment arriver et voir ces magnifiques buffets, etc. Donc aujourd'hui, ils réduisent les quantités. Et ce qui est important, c'est la politique anti-gaspillage. Qu'est-ce qu'on fait finalement de ces excédents de nourriture? Et là aussi, il y a des exemples justement de politique zéro gaspillage, avec le reconditionnement, par exemple, d'excédents de buffets qui sont remis dans des Tupperware, redistribués à des nécessiteux, des fois dans des cantines. Et ça, c'est assez courant et c'est assez fréquent. Donc là aussi, pour revenir au all-inclusive complètement, avec ces buffets pléthoriques, etc. Il y a des actions, en tout cas déjà pour corriger les quantités et ensuite s'assurer que les surplus ne partent pas tout simplement à la poubelle, alors qu'on a quand même de vrais besoins et pour alimenter les populations locales, ou en tout cas faire des actions qui ont du sens. Vous l'avez fait dans votre restaurant, je crois. Vous aviez un restaurant, Stéphane. Ce traitement des déchets alimentaires. Oui, nous, on a amené ce déchet alimentaire, comme vous dites, mais nous, dans l'hôtellerie, la restauration, on n'est plus dans le déchet alimentaire, on est dans la matière première secondaire. Désolé. Pardon, excusez-nous. C'est un détail, mais qui est important, surtout pour notre profession, la restauration. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, il y avait les seaux à cochons dans les restos, il y a 2 générations. Les épluchures à partir de nourriture animale. Le marc de café était récupéré par les jardiniers. Le pain, quand il finissait pas en pain perdu, en dessert du jour, il allait chez les éleveurs de chevaux à Maison Lafitte. Donc moi j'ai été la 3e génération de restaurateurs sur Paris. C'est vrai qu'à un moment donné, le fait de jeter de la nourriture sans savoir où ça va et voyant que c'était incinéré, il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, aujourd'hui, il y a une loi qui incombe en 2024, tout le monde devra trier ses restes alimentaires. Mais quand on a fait comprendre à tous nos adhérents, et on milite pour ça depuis bien 8 ans, en leur expliquant qu'il y a du gaspillage alimentaire. Pour ça, il y a des associations qui font du don alimentaire. Ça peut marcher, il y a des Too Good To Go, des Phoenix, des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour venir chercher les outils et redonner ça aux personnes nécessiteuses. Mais après, à côté de ça, si ce gaspillage, on le trie bien, derrière, on va aussi permettre à une filière d'avancer. On va permettre de faire un retour au sol de cette matière organique sous forme de compost, de gaz et d'emplois créés. Ça, c'est une démarche. Mais après, je vous ai entendu aussi, on a des démarches de la part de nos hôteliers parisiens, je ne donnerai pas de nom, qui ont mis en place et qui travaillent avec des associations qui récupèrent les serviettes et qui donnent ces serviettes à ces associations, qui, ces associations, elles, s'occupent des personnes qui vont prendre une fois par semaine la douche dans des locaux publics. Voilà. Et ces gens-là sont très... ils sont craintifs. Donc, on s'y tient, on va relier. Le savon aussi, dans les hôtels aujourd'hui, est récupéré par certaines associations et ils refont du savon. Donc, il y a beaucoup... Nous, on essaye de ressortir les bonnes pratiques de nos adhérents et de ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est ce qu'on essaye d'amener. On parlait du faire savoir tout à l'heure. Les labels, ça fleurit beaucoup aujourd'hui dans ce domaine. Un peu trop, presque, non ? Nous, on trouve, en tant qu'organisation professionnelle, qu'il y a trop de labels. C'est simple, il y a des labels environnementaux, il y a des chartes, ça se superpose de partout. Les hôteliers aussi sont un peu perdus. En général, quand on va chercher un label, c'est pour ses engagements, mais il y a aussi une histoire de business derrière. C'est important de le dire. Et malheureusement, on est sur l'affichage environnemental en ce moment. C'est des trucs qui sont compliqués pour nos adhérents, parce que l'affichage environnemental, très bien, tu vas avoir une belle mesure, mais chaque année, tu vas avoir un billet de 2 à 3 000 ou 4 000 euros à sortir pour être contrôlé par un organisme. Tu ne peux pas, dans cette transition, il faut aider tout le monde. Enfin, je veux dire, il ne faut pas mettre un coup de massue économique, parce que sinon, les clients n'iront pas. Le chiffre d'affaires, ça n'a pas d'intérêt. Ils n'iront pas. Non. C'est vrai qu'en faisant le sourcing là, justement, de ces 3500 hôtels... Oui, vous en avez des milliers, vous, à travers le monde. En fait, moi, j'ai découvert des labels que je ne connaissais pas. En fait, on est sur de nombreuses destinations, à peu près 80 destinations dans le monde. Il y a une jungle des labels incroyables, des labels internationaux, des labels régionaux, locaux, dans des villes. Voilà. Et par contre, donc du coup, nous, on s'est attachés à travailler autour de 5 labels de confiance, on va dire. Vous pouvez les citer ? Oui, l'écolabel européen. On a cité bien sûr Clé Verte, parce qu'il est quand même le premier label donc durable. Ensuite, EarthCheck, Green Globe et Travel Life. Donc on a travaillé autour de ces 5-là, mais il y a aussi le label LEED,
qui lui est plutôt orienté sur le bâti et sur des constructions à impact très réduit sur l'environnement. Et tous ces labels, de manière générale, ont à peu près une soixantaine de critères. Donc, il faut les analyser, il faut comprendre, etc. Bon, après, il y a quand même finalement trois familles, on va dire, qui subsistent de critères autour donc, de l'éco-responsabilité, qui sont effectivement tout ce qui va être autour donc, de l'énergie, de l'eau, etc. Vous avez ensuite tout ce qui va être autour plutôt de l'immersion, donc le sourcing local, favoriser la mobilité douce, et puis ensuite tous les critères autour bien sûr de l'éthique. Oui. Et autour, et bien évidemment, de la formation du personnel, de l'accompagnement aussi, enfin de la sensibilisation aussi des voyageurs aux gestes éco-responsables. Mais bon, voilà. Et quand on regarde, on creuse sur chacune de ces familles, il y a énormément de critères. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très évident de comprendre. Ouais. Voilà. Il y a un coût, effectivement, pour l'hôtelier, mais en dehors même de ces labels, moi j'ai en tout cas trouvé des hôtels assez étonnants qui ne sont pas du tout labellisés, ce qu'on disait, et qui font des choses remarquables et qui sont exemplaires. César, vos clients, ils cherchent le label dès le départ ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, les labellisés, on parle d'une minorité d'établissements par rapport à tous ceux qui existent. Et j'espère qu'un jour, en fait, le label deviendra une norme parce que finalement, aujourd'hui, le seul label, entre guillemets, c'est cette classification hôtelière qui, en soi, dans les critères, on ne demande pas non plus la lune, alors qu'il y a tellement à faire. Mais c'est aussi, je pense, tout à l'heure, on parlait des buffets. Je sais que l'autre jour, on déjeunait avec le Club Med qui va arrêter les buffets. Mais c'est aussi à ces grandes marques internationales, je pense à Marriott ou même Accor, d'arrêter. On parlait tout à l'heure des amenities en format individuel, etc. C'est encore aberrant de voir dans des chaînes hôtelières ces formats-là, alors que ça ne devrait plus exister. Et là, en fait, c'est aussi aux politiques de dire à un moment, on arrête avec ce genre de pratiques. Est-ce que la difficulté peut-être pour certains, alors là on est dans l'hôtellerie de luxe justement, il paraît que certains 5 étoiles n'affichent pas les efforts qu'ils font parce qu'ils ont peur que leurs clients croient qu'ils font des économies sur leur dos. C'est aussi un risque, non ? Alors, quels efforts déjà ? Honnêtement, quels efforts ? Et oui, mais parce que c'est un peu ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est qu'en fait, je donnais l'exemple tout à l'heure, mais qui est tellement encore vrai aujourd'hui, parce qu'on le voit dans toutes les salles de bain, cette histoire de poser votre serviette. Et moi, je me rappelle, à l'époque, c'était les femmes de chambre qui refusaient d'obéir à ça, parce qu'elles avaient l'impression de dégrader l'expérience du client. Et ce qui, en soi, est pas faux, parce que c'est présenté d'une telle manière qu'on est plutôt dans le punitif que dans d'offrir une expérience un peu plus agréable. Le coût de la charte à signer, c'est pas mal. C'est une bonne idée, ça, pour le faire savoir, finalement. Oui, c'est une bonne façon de faire savoir, effectivement. Et c'est pas culpabilisant du tout, et au contraire, on a de l'adhésion. Donc, je pense que c'est quelque chose de totalement positif. Et c'est vrai que ce que disait César, c'est-à-dire qu'il y a des hôteliers qui, aujourd'hui, ne disent absolument pas ce qu'ils font. Alors, mais pourquoi ils le font pas parce que c'est soit tout à fait, entre guillemets, naturel. Alors, de toute façon, derrière tout ça, il y a quand même le fait de faire des économies. Bon, et voilà, c'est vrai. Il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas se cacher de ça. Il y a quand même des économies derrière. Mais au-delà des économies, il y a surtout une gestion, en fait, tout simplement, des ressources de manière totalement intelligente. Donc, du coup, certains en font des tonnes. Il y a aussi, alors s'ils en font des tonnes, ils disent sur leur site internet, ils le racontent, etc. On ose imaginer, et on le voit de toute façon, parce que sinon, en tout cas, ça ne resterait pas caché très longtemps, que ça fait vraiment partie, en tout cas, d'une véritable volonté de s'inscrire dans un tourisme, en tout cas dans une démarche beaucoup plus intelligente pour un tourisme un peu nouveau. Vous conseillez vos adhérents de faire savoir ce qu'ils font ? Alors nous, sur la RSE, on essaye de rentrer en communication avec nos adhérents parce qu'ils ont énormément de bonnes pratiques. Ils le mettent pas en avant. Et quand on parle de RSE, certains adhérents, à un moment donné, mais je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et en fait, il y a déjà 3, 4, déjà 5 critères, 5, 6 démarches qui sont engagées. Et sur ces démarches-là, elles sont importantes. Mais on part plutôt du principe, c'est un peu comme l'affichage environnemental. On est en train d'essayer de se battre pour essayer de mettre uniquement 10 critères. 10 critères que l'hôtelier pourra... C'est des critères de base. Après, derrière, si l'hôtelier veut aller plus loin, passe par un bureau d'études, va chercher un label, mais au moins que tout le monde puisse afficher 10 critères, que tout le monde en ait, ça ne te coûte pas 2 000 € ou 3 000 € par un organisme de certification, et que si après tu vas aller plus loin,
passe par un bureau d'études, va plus loin et fais-toi contrôler. Il y a des gens qui auront certainement envie de le faire, mais il faut amorcer au moins une démarche auprès de nos adhérents. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on sous-estime un peu les générations qui arrivent et qui sont à un niveau d'exigence, mais qui est à 1000 fois, je pense qu'il y a, j'allais dire que je dois être le plus jeune de la salle, mais non, a priori. Mais je pense, moi, mon fils est trop jeune encore pour m'en parler, mais la plupart de nos clients, leurs enfants sont ados et ont un niveau, ce qu'on dit, un niveau d'exigence qui est dingue. Et finalement, les critères dont vous parlez, c'est très bien, mais eux sauront beaucoup plus aller fouiller sur quelle est la sincérité de la démarche et bientôt diront vos grilles, on s'en fiche, c'est concrètement, expliquez-nous ce que vous faites dans vos établissements. Pas vos labels, pas vos petites grilles que vous remplissez, pas votre classification hôtelière. Et c'est tout à fait vrai, quand on a lancé Fairmove l'année dernière, en fait, on s'adressait essentiellement aux milléniaux, parce qu'effectivement, ils ont cette véritable recherche, et ils le disent, hein, c'est 70% en fait, des études, en tout cas, ont prouvé que cette population, cette jeune population est très engagée, veut des informations transparentes sur ce qu'ils vont consommer. Donc, en fait, et on n'a donc pas le choix, et dans l'hôtellerie de luxe, et plus particulièrement, que de luxe ou pas d'ailleurs, mais que de les contenter sur ces exigences et sur une façon complètement différente de consommer. Donc, ils sont plus demandeurs, ça c'est certain, ils vont... En fait, et d'ailleurs, même dans leur démarche personnelle, quand ils cherchent un job, d'ailleurs, ils veulent que tout soit totalement aligné. Et totalement aligné, ça veut dire aussi, d'un point de vue, au niveau de l'écologie, qu'est-ce qu'on fait ? Au niveau de l'éthique, c'est quoi notre politique, etc. Et ça, je pense que notre secteur d'activité ne doit pas louper, en tout cas, cette cible de voyageurs de demain, et déjà d'aujourd'hui, qui consomment peut-être différemment, mais en tout cas, pas forcément des hôtels de grand luxe, parce qu'ils ne peuvent pas encore peut-être toujours se les payer, mais en tout cas, ils ont un rapport, en tout cas, à la transparence sur l'information qui est extrêmement important. Et juste, il y aura la même réflexion aussi sur les salariés de ces mêmes hôtels, qui eux sont également, et maintenant quand on passe des entretiens, c'est assez fou les questions qui nous sont posées par rapport à celles que nous on pouvait poser à l'époque. La plupart d'entre nous réservent aussi par les plateformes de réservation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'il existe des filtres dans ces plateformes où on peut dire, voilà, je veux un hôtel engagé, je ne sais pas, sur tel et tel critère. Est-ce que c'est le cas ou pas encore? Sauf si on va chez Fairmove, on sait. On a entendu 2-3 bruits de couloir, comme quoi il y avait certaines plateformes qui commençaient à mettre des filtres. D'accord. Après, il faut savoir quel filtre. Ouais. Et des filtres, oui, un restaurant engagé, c'est quoi pour... Voilà, c'est ça. On en revient toujours là. Nous, on sait, mais... Corinne? Ça dépend des plateformes. Les plateformes aujourd'hui, que ce soit des plateformes d'avis, donc comme TripAdvisor, ou des plateformes effectivement. TripAdvisor, il y a une notation là-dessus. Oui, il y a une notation. Il y a des petits. Alors c'est petit, il faut le chercher, mais effectivement, en tout cas, ils indiquent quand l'hôtel a des actions green. Voilà. Vous avez aussi Booking qui le fait, qui le stipule, et ensuite pour les acteurs du tourisme, la plupart ont intégré. Ça c'est récent d'ailleurs, parce que quand on a lancé Fairmove, on a commencé justement. En tout cas, à regarder un petit peu les plateformes des autres et savoir exactement quelle était la place justement de l'écologie dans la sélection d'hôtels qui étaient proposés. Ils ont commencé à intégrer effectivement des filtres en marquant hôtels éco-responsables, actions vertes, etc. C'est encore récent. C'est encore récent, mais c'est en même temps l'expression d'une vraie réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun client qui vous appelle et qui vous dit « je veux un hôtel green ». C'est une réalité aussi. Donc, et si on regarde d'un point de vue tout à fait marketing, personne ne tape « hôtel écolo en Indonésie ». Voyez, donc on est vraiment au début de quelque chose. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est au moins le début et qu'il va falloir aller plus loin. Mais en tout cas, il y a une réalité ensuite qui se mesure sur Google, tout simplement, au péage Google. Est-ce que c'est tapé? Non, si c'est pas tapé, c'est pas tapé. Donc, vous n'avez aucune chance de prendre du trafic là-dessus. C'est une réalité. Bien sûr. On en parlait, César l'a un peu évoqué tout à l'heure, les différences finalement entre les attentes dans l'hôtellerie de luxe et l'hôtellerie classique. Est-ce que le client riche de l'hôtellerie de luxe attend plus que le client classique, Corinne? Je ne crois pas. Ouais.
Je crois pas, et en fait parce que tout simplement, déjà l'écologie c'est pas une affaire d'étoiles. Ouais. Donc il y a des hôtels 3 étoiles, 3-4 étoiles qui sont extrêmement engagés, plus que certains 5 étoiles et vice versa. Donc c'est pas une affaire d'étoiles. Je pense que en fait, ce qui est important pour le voyageur, c'est tout simplement de comprendre la démarche de l'hôtel et savoir que cet hôtel, lui, un petit hôtel 3 étoiles, il soutient une association locale ou des artisans locaux, etc. C'est aussi, valorisant que si c'est un 5 étoiles qui le raconte, tout simplement. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment lié, et heureusement d'ailleurs. Heureusement, et c'est vraiment l'affaire de tous. En fait, l'idée, c'est de ne pas dégrader finalement l'offre et le service dans l'hôtellerie de luxe, César, mais finalement de l'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est un peu ça le défi. Oui, c'est ça. Alors d'abord, moi, je considère aussi que souvent, c'est l'hôtellerie économique qui donne de très bonnes leçons aux plus étoilés. Que ce soit d'ailleurs l'hôtellerie, l'aérien, quelquefois le luxe devrait un peu plus écouter en dessous. Et effectivement, on en revient toujours au même, c'est arrêtons d'appliquer l'écologie pour punir votre client. Je veux dire, une fois de plus, si on prend la démarche de la bonne manière, en fait, on va l'appliquer et elle va être diffuse dans tout le parcours client. Finalement, on n'aura pas besoin de crier sur tous les toits qu'on le fait. Ce sera simplement ressenti par le client. Et les actions sont finalement assez simples. Et évidemment, les ampoules, etc. Mais ça, c'est... Essayons de ne plus parler de ça, en fait, et d'aller maintenant le cran d'après. Est-ce que l'hôtellerie de luxe n'a pas 2 fois plus d'efforts à faire que l'hôtellerie classique ? Peut-être, mais parce que cette hôtellerie de luxe pense que peut-être que ses clients ont 2 fois plus d'attentes sur... Alors que, comme disait Corinne, je ne crois pas du tout. Moi, je pense que vous soyez très riche, moins riche ou beaucoup moins riche, finalement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on regarde les mêmes informations, on a les mêmes hommes politiques au-dessus de nous. Et finalement, je crois qu'on a tous, ou en tout cas, chacun a envie de s'investir à son niveau, qu'on soit riche ou pas riche. Oui, Corinne. Moi, j'allais résumer ce que disait César, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir concilier l'éveil écologique et le plaisir de voyager, tout simplement. Donc, et de là, du coup, à partir de ce moment-là, on parle à tout le monde déjà. Donc, on permet, en tout cas, à ce mot, l'écologie, qui reste pour certains des fois assez pas si facile à comprendre, en fait, dans les actions concrètes, de s'approprier, en tout cas, les enjeux, l'urgence aussi, l'urgence climatique. Et ça, c'est pour tous, quoi, en fait, et c'est pour l'ensemble donc des hôtels. Et sur pas mal de sujets, alors je prends l'ultraluxe que sont les palaces, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur ces générations qui sont complètement en train de changer. Et on voit sur une hôtellerie de luxe qui finalement, depuis 10-20 ans, a pas tant évolué que ça. Je pense que si vous dormez aujourd'hui dans un hôtel 5 étoiles, si vous avez dormi il y a 10 ans, vous avez exactement la même expérience. Et on en revient notamment à la salle de bain, qui est l'exemple le plus criant, où vous avez toujours ces vingtaines de produits, quelquefois, c'est déconnant, vraiment. Vous les avez sur le Havasque, vous les avez sur la baignoire, vous les retrouvez dans la chambre. Voilà. C'est un peu la folie du luxe. Ouais, c'est vrai. Et ce que tu dis est très vrai, en te disant que finalement le luxe n'a pas évolué tant que ça sur ces dernières années. Ce qui est finalement le plus important pour le voyageur, c'est l'expérience. Ouais, et finalement, de remettre en fait, parce que finalement c'est du plaisir, c'est l'expérience, c'est ce qu'on va ramener. Donc effectivement, dormir dans un lit qui fait 2 mètres, avec des draps de la marque Fret ou je ne sais pas quoi, c'est super. Mais finalement, ce que souvent le voyageur va retenir, c'est l'expérience en fait que lui aura proposé cet hôtel 5 étoiles ou ce 3 étoiles, qui va être peut-être de faire un dîner chez l'habitant. C'est très bête. Finalement, vous avez quand même des hôtels qui ont des restaurants étoilés, mais finalement, ce que vous allez raconter quand même aux potes en revenant, c'est ce fameux dîner dans une famille. Voilà. Et ça, c'est une expérience. Donc en fait, c'est dormir dans un très bel endroit, etc. C'est indéniablement satisfaisant, c'est superbe. Mais finalement, à cela, il faut rajouter l'expérience, toutes ces expériences authentiques qu'on peut vivre et qui permettent d'être en connexion justement avec l'environnement, avec les populations locales. Vous pouvez nous partager alors vous avez renseigné un peu chez vos adhérents quelques initiatives. Alors on a parlé de localisme tout à l'heure, pour nous donner des exemples un peu d'hôtels qui s'engagent, pour qu'on ait un peu une idée de ce qui peut se faire, des solutions, des choses qui vous ont épaté, surprises.
On a un hôtel parisien, lui, il a mis des récupérateurs d'eau de pluie. Non, il n'a pas le droit, mais il l'a mis, il s'est engagé. Comme démarche, on a d'autres hôtels aussi où ils ont formé tout leur personnel aux engagements environnementaux. Ça, c'est important. On a beaucoup d'hôteliers qui sont vraiment vertueux sur la gestion de leurs déchets. Ça, c'est important. Et à un moment donné aussi, ce qu'on pense, c'est qu'à un moment donné, ça va être has-been. C'est l'histoire des terrasses chauffées. L'interdiction des terrasses chauffées. Alors, j'ai entendu parler, moi j'ai une fille qui a 17 ans, commence à boire des bières. Alors, ça m'affole un peu, je vous le cache pas. Mais à l'écouter, je suis pas sûr qu'elle soit capable de boire une bière où il y a une terrasse et il y a un chauffage. Ils rentrent pas là-dedans. Les enfants, ils y vont plus, les jeunes. Demain, les hôteliers, comme vous l'avez très bien dit, auront des petits savons comme ça de partout. À un moment donné, ça va pas le faire. Les clients, ils vont dire, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On est en train de changer. Vu, ça fait 2 ans, je pense qu'on a tous vécu le Covid ensemble. L'état d'esprit commence à changer. Il y a des gestes à faire, il y a des choses à faire. Donc je pense que naturellement, on va y venir. Naturellement. Oui, César, je vous en prie. Des exemples j'ai aussi. un exemple. Moi, je vis en Normandie et donc je dors souvent sur Paris et je vais souvent dans le même petit hôtel. Je pense qu'il y a 2-3 étoiles. Et peut-être que c'est pour faire des économies, mais quand on est en recouche, chaque matin, ils vous disent « Est-ce que vous voulez qu'on nettoie votre chambre ?» Et en fait, cette seule question à laquelle, généralement, tu réponds non, parce que tu restes 2 nuits ou 3 nuits, en fait, la conséquence derrière, en fait, elle est assez folle. C'est que tu économises du linge, des produits d'entretien, etc. Et finalement, moi, ça ne change rien à mon expérience sur ces 2-3 jours. Ouais. Finalement, ma chambre, je me sens un peu plus chez moi parce que je ne me dis pas quelqu'un est re-rentré. Et si tous les hôteliers posaient au moins juste cette petite question le matin, ce serait nickel. Et les gens ne diraient pas forcément oui. Contrairement à ce qu'on pense. Quelques exemples aussi de votre côté, Corinne. Alors vous avez cité le Zouri, c'est ça, à Zanzibar. Oui, d'autres qui vous ont épaté par des petits gestes seulement, mais et pas forcément à l'étranger, dans des endroits de rêve. Oui, en fait, il y a pas mal d'exemples d'hôtels qui ont commencé avec 3 gestes simples. Des fois, ne serait-ce, je disais tout à l'heure, la politique zéro gaspillage, la suppression du plastique. Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà un début de réalité écologique. Voilà, mettre à disposition un véhicule électrique et puis quelques bornes. Bon, voilà. Donc ça, c'est vrai que les exemples que j'ai en tête, ce sont des hôtels qui sont déjà quand même plutôt bien avancés déjà, ou en tout cas font quand même pas mal d'actions. Ça peut être aussi des hôtels en ville, parce qu'on souvent on se demande, mais en ville, comment on peut faire pour être vraiment écolo. Voilà, il y a un hôtel, par exemple le Milano Scala, auquel je pense, un hôtel qui est directement pas très loin du théâtre de la Scala, qui lui, en fait, c'est une véritable philosophie, un engagement réel, et qui est qui a zéro émission carbone. Donc du coup, et ça c'est important. Ils ont aussi une performance énergétique au niveau des bâtiments, etc. Bon là, il y a et on se dit finalement pourquoi ils ont fait tout ça, parce que l'hôtel, vu comment il est placé, il le remplirait sans problème. Mais ça prouve en fait une vraie volonté, en tout cas, de s'inscrire dans un tourisme. Dans un tourisme nouveau. Donc c'est soit effectivement les petits pas avec 4 gestes, 5 gestes qui peuvent être expliqués facilement en plus aux clients, parce qu'il y a quand même toujours la démarche, en tout cas, de sensibiliser les voyageurs jusqu'à effectivement des choses beaucoup plus lourdes et qui ne se voient pas forcément, parce que le traitement des eaux de pluie, c'est pas forcément super perceptible en fait du voyageur. Le traitement des eaux grises, ok, ça il le voit pas forcément. Donc, mais c'est bien en tout cas de le dire, et de dire en fait qu'on est dans un hôtel qui œuvre en tout cas pour la préservation de la planète. Est-ce que le Graal finalement de l'hôtel engagé, c'est pas de transformer son client? C'est-à-dire que le client sorte de l'hôtel et qu'il ait changé de perspective. Totalement. Alors moi, voilà, j'ai quelques hôtels que j'ai découverts, mais qui sont presque des hôtels, on va dire, à mission. C'est-à-dire que, outre le fait de faire vivre une expérience aux voyageurs, en fait, ils vont les sensibiliser. Je pense comme ça à par exemple, Missoul,
par exemple, qui fait partie aussi des hôtels les plus, on va dire, écolos du monde. Mais l'histoire de Missoul, elle est toute simple, en fait. Hein, c'est des plongeurs, dans un couple de plongeurs qui sont installés dans une île complètement paumée d'Indonésie. Et puis, en fait, parce qu'ils étaient plongeurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait un écosystème qui était quand même assez fabuleux, mais que malheureusement, à cet endroit-là, il y avait une pêche intensive qui était pratiquée. Et ils ont, en fait, énormément œuvré pour pouvoir rétablir la biodiversité. Donc il y a plus de 1500 espèces de poissons. Et puis finalement, de tout ça, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on va faire des pêcheurs ? Les pêcheurs, vous n'allez pas leur dire d'arrêter de pêcher. Et finalement, ils ont transformé pratiquement les pêcheurs en rangers, en fait, en personnes qui viennent expliquer en fait le milieu marin. Et aujourd'hui, c'est un des rares hôtels où il y a une biodiversité qui s'améliore. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, donc, bien sûr, il explique aux voyageurs, et le voyageur, il repart de là, mais complètement transformé. C'est ça aussi. Il y a Origins aussi au Costa Rica, qui est perché dans la jungle. Là aussi, ils ont un jardin bio, bien sûr. Ils ont réussi à intégrer, enfin, en tout cas, avec les espèces existantes, une 150 à peu près espèces de plantes, et ils œuvrent pour la reforestation aussi, donc de la jungle, et ça il explique. Il explique. Alors voilà, donc en fait on fait des tours avec un naturaliste, etc. Donc vous êtes pleinement, complètement, on va dire, emballé, complètement investi dans l'histoire qu'on vous raconte, et finalement vous rentrez de ces voyages-là complètement différents quand même, parce que vous avez un regard différent sur la nature, sur la manière de consommer, sur le superflu, etc. Et donc pour moi, oui, ce sont des hôtels qui sont assez exceptionnels. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans le monde, mais ce sont des hôtels effectivement où le voyageur repart différent. Des questions ? Oui. Alors attendez, je vais vous apporter un micro. Je crois qu'il y en avait un de plus. Voilà, il est là. Okay. Bonjour, je voulais vous demander si vous aviez des exemples, enfin des hôtels exemplaires en développement durable sur Paris, plutôt dans le segment 4 et 5 étoiles. Oui, alors oui, il y en a là, comme ça ne me vient pas à l'idée, mais oui, il y en a quelques-uns. Alors je veux dire, par exemple, les hôtels Hoxton, déjà, alors, exemplaires, je ne sais pas, j'exagère peut-être, mais en tout cas des hôtels qui aujourd'hui sont en cours d'ailleurs de labellisation et qui sont en train de mettre en place alors ça c'est pour tout. En tout cas, une politique durable, en tout cas, et de l'afficher et de le dire. Ça, c'est plutôt dans la catégorie hôtel un petit peu lifestyle. Ouais. Okay. Parce que je pense que sur votre plateforme, il y a un hôtel qui est ressorti qui était l'hôtel Chouchou. Oui. Et effectivement, c'était le seul que je pouvais trouver sur Paris. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et donc au final, il y a d'autres adresses, hein, visiblement. Je vais vous balancer un nom, puisque vous en voulez un. L'hôtel Napoléon. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font de si spécial, en fait ? Parce que tout ce dont on parle, ça paraît assez faible en termes d'impact. Mais... Allez les voir. Bah, je veux bien. Vous pourriez m'en parler un peu avant ? Je vous donnerai le nom de la responsable si vous voulez, après. Mais allez les voir, vous allez voir qu'ils sont très très bien. Corinne, ils font quoi l'hôtel dont vous parliez à Paris là ? En fait, déjà le sourcing, en tout cas local déjà, donc s'assurer effectivement que ce qu'ils mettent dans les assiettes proviennent donc de la région ou d'artisans, enfin donc locaux. Après, d'autres petites actions sur les produits de salle de bain qui sont effectivement des produits labellisés. Un linge de lit aussi qui est labellisé, donc voilà, c'est des petites choses. Ensuite, il y a d'autres actions sur effectivement des détecteurs de présence, etc., pour l'électricité, enfin, voilà, pour éviter le gaspillage d'énergie. Et puis ensuite, il y a toute la politique de gestion de l'eau aussi. Donc, c'est pas des choses forcément, c'est pas forcément perceptible pour le client, mais néanmoins, ils le font. Voilà. Donc, ça, c'est pour cet hôtel. Maintenant, il y a des hôtels qui en font un petit peu plus. Je dois dire en même temps qu'en faisant, nous, la sélection des hôtels à Paris, on a eu un petit peu plus, des fois, de difficultés, effectivement, à trouver des hôtels qui étaient, on va dire, plutôt exemplaires. Mais bon, maintenant...
y a d'autres nouvelles chaînes d'ailleurs, comme Grit par exemple, où la démarche est de récupérer des matériaux, enfin du mobilier recyclable par exemple. Donc en fait, et ça aussi, ça participe aussi quand même à des actes de toute façon éco-responsables. Mais je pense que votre question, elle est top. Parce qu'en fait, je pense qu'elle résume parfaitement quelle est la situation par rapport à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est que, au final, c'est un peu peanuts ce qui est en train de se passer, même s'il y a toutes ces grilles, il y a tous ces critères, il y a votre démarche, il y a votre site, mais en fait, vous nous mettez hyper mal à l'aise avec votre question, là. Non, mais parce que je suis mal à l'aise moi-même. Non, mais c'est très bien. Ok. Et j'ai une deuxième question que je me permets. Je pense qu'une des émissions premières en termes de carbone dans les hôtels, c'est la climatisation. Est-ce que ça existe, des projets d'hôtels sans clim ou avec peut-être des solutions alternatives de climatisation? Ouais, alors oui, ça existe dans certaines régions, notamment la Normandie, où c'est pas un essentiel de l'avoir. C'est un peu partisan comme réponse, quand même. Et après, c'est un discours à avoir vis-à-vis de son client, le raisonner. Mais il y a tellement, par exemple, de boutiques hôtels, de vieux bâtiments que on peut même pas la mettre. Donc ça existe. Mais c'est toujours, en fait, la problématique, elle est qu'on est dans l'écosystème entier de l'hôtelier. Finalement, s'intéresse à, on a toujours fait comme ça, et ne regarde pas quels sont les besoins, les envies des nouveaux consommateurs. Donc peut-être qu'un jour, les assistants à la maîtrise d'ouvrage d'aujourd'hui, il y en a dans la salle, et peut-être ce sera leurs enfants plus tard qui auront leur poste, et diront, mais est-ce que vraiment vous avez besoin de ça? Et je pense qu'on a malheureusement besoin de quelques changements de génération pour que les hôtels demain ressemblent à ce que vraiment attendent les consommateurs finaux. Ok, merci. Oui, Corinne, vous vouliez... Oui, en fait, j'allais répondre pour la climatisation, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt une nouvelle génération d'hôtels qui effectivement vont être bâtis de manière avec une construction bioclimatique, avec effectivement avec une performance énergétique qui va permettre effectivement de ne pas avoir besoin nécessairement, par exemple, de la climatisation, donc du coup parce que c'est complètement bien ventilé, etc. Donc ça, on parle quand même de nouveaux bâtiments. Et puis ensuite, il existe déjà des hôtels qui sont souvent dans des pays chauds, mais qui ont pris le parti de se construire d'une certaine manière ou dans une certaine orientation pour pouvoir profiter des vents, etc. Donc oui, maintenant, c'est souvent d'ailleurs des hébergements plus sommaires, donc qui ont adopté cette démarche de zéro clim, par exemple. Et juste, je pense que c'est aussi les prestataires qui vont faire pas mal évoluer aussi notre secteur. Là, je vois Castelli, je pense que c'est une des meilleures innovations de ces 10 dernières années. Il y a Celency maintenant qui met aussi en place une offre pour les pros sur de la seconde main, comme le fait Grit, etc. Et je pense que c'est aussi eux qui ont compris ce qui se passait et qui vont faire en sorte, maintenant, Castelli, vous voyez ça dans tellement d'établissements. Et c'est génial. Oui, merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Comme fournisseur de linge de luxe pour les hôtels de luxe, j'aimerais savoir, selon vos sondages et selon vos études, madame, si intégrer le linge bio maintenant dans les hôtels, tout type de linge, je parle de la literie et de l'éponge, ceci ne pourra pas augmenter les réservations dans un hôtel après cette pandémie, et par les virus, par les Covid. Vous ne croyez pas c'est faire référence au linge bio pourra vraiment donner le plus pour un hôtel, par exemple? Je ne sais pas si cette simple information, le simple fait d'avoir en tout cas des draps bio peut être en tout cas, et de le dire en tout cas, va générer chez le consommateur l'envie d'acheter, enfin de réserver. Je ne suis pas certaine que ce soit suffisant. Maintenant, c'est une information qui peut participer au même titre que d'autres critères à déclencher effectivement une réservation.
tout seul, c'est quand même encore un peu faible aujourd'hui pour se dire que ça va être un argument pour pouvoir réserver. Bah justement, ce n'est pas un argument perdu parce que nous sommes dans la période X après le Covid. On a, avec mes partenaires, je ne dirais pas mes clients, avec mes partenaires, la dernière période, on a pu déterminer que communiquer sur leur site et sur leur page que dire que couette bio, antibactéries, serviettes bio, draps bio, ça a pu générer les réservations plus que le normal. Bien sûr, on parle après Covid. Nous sommes dans le post-Covid, là, parce que les gens, là, dire antibactéries, antivirus, bio, oui, c'est vraiment un ça me argument déprime de ce que vous fou. dites quand même. Ça me déprime. Un peu. Je voulais juste m'assurer par des trucs, des calculs exacts, parce que là, on parle des cuisines internes dans nos hôtels. C'est pour ça, donc, je voulais savoir. Après, c'est... Non, mais c'est un peu déprimant ce que vous dites, je trouve, parce que moi, j'ai vécu des expériences post-Covid où j'arrivais dans ma chambre et mon linge était emballé dans du plastique. Ouais. Et là, on arrive dans des trucs un peu de zinzin. Et donc, je pense que, effectivement, que le linge soit bio, pas bio, je pense que les gens s'en fichent. Donc, désolé pour votre business. Mais néanmoins, si la chaîne de valeur, exactement, voilà, tout entière, soit on ne fait pas les recouches, d'où provient le linge, etc., dans sa globalité, ça a du sens. Mais juste le petit bout BIO, je ne suis pas sûr. on est en cours, on développe. Merci. Il y a une autre question là-bas. Excusez-moi, madame. Oui, Stéphane, allez-y. C'est quoi un drap bio? C'est un drap qui n'a pas subi de transformation chimique. D'accord. Au cours du bleaching. Oui, blanchissement. Voilà. Et aussi, le cycle de lavage doit respecter ça. C'est pas par rapport à la constitution du drap. C'est pas un drap qu'en coton ou qu'en lin sans polyester. Il y a eu polyester ou pas? D'accord, très bien, j'ai compris. Et ça se mange pas. Je vous en prie. Bonjour. Quelque chose qui m'a paru assez fort dans vos interventions, c'est que on ne peut pas être un acteur du développement durable si on n'anticipe pas. C'est pas quelque chose qu'on choisit du jour au lendemain et on va juste greenwasher une action dans l'hôtel en se disant on fait ça. Est-ce que ma question s'adresse peut-être plus à Stéphane et à César? Est-ce que vous avez l'impression dans les nouveaux projets de vos adhérents ou de vos clients qu'ils anticipent et ne sont plus dans l'urgence? Je suis fournisseur de l'industrie de la restauration par les arts de la table et plus que jamais post-Covid, on travaille dans l'urgence, probablement encore plus qu'il y a 3 ans, qui est une catastrophe parce que les clients finissent par nous demander du transport, notamment en aérien, pour les fournir à temps, alors qu'ils savent très bien qu'un client aura besoin de manger dans une assiette le jour où ils ouvriront le restaurant. Donc j'aimerais vous entendre sur l'anticipation et sur du nouveau projet. Et alors, il y a l'anticipation, oui, on anticipe, mais derrière ça, il y a beaucoup de lois qui arrivent. Il y a la loi AGEC qui oblige plein de choses à faire, la loi climat aussi. Enfin, je veux dire, nous, on anticipe ça pour nos clients. C'est quoi la loi AGEC, pardon, juste Il me faudrait 2-3 heures, là, si vous voulez. Vous avez 3 lignes. Il y a des obligations environnementales à mettre en place. Point. Et de la réglementation. Indispensable. Donc ça, derrière, vous le savez bien en tant qu'hôtelier, il y a l'interdiction du plastique. Comment vous allez faire? Il y a l'affichage environnemental. Comment vous allez faire? Normalement, c'est obligatoire en 2023. Là, Nous, on essaye de décaler. Pourquoi? Parce qu'on explique aussi les démarches auprès des services de l'État. Tout ce qu'on met comme démarche en place, etc. Donc, et nous, le retour qu'on a de nos adhérents suite au congrès, suite aux commissions qu'on fait, etc., il est très positif. Il y a beaucoup d'adhérents qui sont engagés. Il y en a aussi certainement qui ne font rien. Mais nous, on essaye d'amener tout ça. Et il faut anticiper, mais ils anticipent. Mais c'est pas simple. L'interdiction du plastique, je vous dis, c'est compliqué pour nous, quoi. Je dirais pour vous, je ne sais pas comment vous allez faire. Ça va être très dur. Parce que même les draps, si ça se trouve, ça sera interdit demain. Oui. Les plastiques, les polyester. La loi sur les déchets, enfin... La question du temps long, César? Je ne sais pas s'il y a de l'anticipation, il y a beaucoup de curiosité et je pense malheureusement de bricolage, mais parce que quelquefois on n'a pas d'autre choix que ça, mais moi je ressens rarement de l'anticipation sur ces sujets-là, honnêtement. Ça veut dire qu'on attend d'être un peu sous pression de la réglementation? Ouais, ou c'est le temps qui va vous être imposé, tu sais que tu dois ouvrir à telle date, t'as pas le choix, mais il y a tellement, dans un chantier d'hôtel, il y a tellement de questions qui se posent
que c'est toujours finalement ces derniers sujets qui arrivent à la fin, en bout de ligne, et qui vous mettent un peu dedans, quoi. Mais globalement, est-ce que les changements vont pas venir, les changements forts de la contrainte, c'est-à-dire la contrainte effectivement par les règles, par les lois? Oui, Stéphane? Non, j'ai la contrainte par la loi. Enfin, je veux dire, c'est obligé. Attention, vous avez tous 5 flux de tri à déchets en 2024. 5 flux, dont les restes alimentaires. Moi, je veux bien, mais comment on va faire, quoi? Obligation de tri, c'est 2024. Et c'est 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour ceux qui ne le font pas. Je vous dis ça comme ça. Ça jette un froid. Bon, il n'y a pas de contrôleur ni des services de l'État, encore heureux. Mais bah là, est-ce qu'on doit contraindre ou moi, je pense qu'il faut plutôt montrer les bons exemples et donner l'envie aux autres d'y aller. Voilà, c'est simple. À un moment donné, vous n'aurez plus de clients si vous mettez des chauffages, des grippes. Enfin, je veux dire, si vous avez 58 produits dans une chambre, le mec, il va y aller une fois, il ne va pas 2 fois, quoi. Et puis le mot passe très vite aujourd'hui avec ces outils-là. Je voulais juste rebondir sur la question que vous aviez posée. Je travaille aux côtés de Chloé Nègre, qui est architecte d'intérieur et designer. Et en fait, au sein du studio, on a pris une démarche éco-responsable dans nos projets. On essaie de trouver des clients qui veulent nous suivre. On a déjà commencé avec une boutique. On travaille avec un groupe hôtelier pour avoir du bon sens en fait, dans le projet dans lequel on fait. Bon, la meilleure chose, ce serait de ne pas rénover d'hôtel, de ne pas faire de projet. Mais en tout cas, nous, on essaie de bien le faire, de les amener à ne pas intégrer la clim dans des boutiques ou dans des hôtels, de nous, dès le choix de nos matériaux, de choisir des compositions la plus clean possible avec un seul élément, un seul coton. Ça passe par des rideaux, les textiles, la moquette en fibres recyclées de filets de pêche, d'avoir des créations de mobilier sur mesure, principalement en France ou en Europe, d'éviter de choisir un tissu qui vient de Thaïlande, puis qui repasse par les États-Unis pour être vendu par un revendeur en France. Enfin, voilà, donc du coup, je pense qu'il y a un peu de positif quand même qui émane de certains humains. Moi, j'apprends beaucoup au sein de Chloé. On essaye d'amener des clients aussi dans ce sens-là. Je pense qu'il y a des belles choses à faire et avec un peu de bon sens, en tout cas, enfin, voilà, chaque humain peut faire un peu. Merci pour votre témoignage. Oui. Merci. Salut. Bonjour, je m'appelle Charlotte et on a ouvert un hôtel qui s'appelle Oi à Paris, qui est un hôtel yoga rue des Martyrs. C'est un hôtel qui de base était axé autour de bien-être, avec un peu un côté derrière où on se voulait un peu écologique. On a fait exprès de ne pas en parler trop parce que souvent on est jugé quand on ne fait pas assez bien. Et en fait, au tout début, quand on a vraiment voulu ouvrir, on a comme cette nouvelle génération un peu ce truc de se dire qu'on a envie d'être 100% éco-responsable, etc. Et en fait, souvent, je trouve que ce qui est compliqué, c'est réussir à trouver ce qui est le moins pire. Par exemple, dans le choix typiquement du linge, ou je sais pas, quand est-ce qu'on prend un truc un peu animal ou est-ce qu'on prend un truc où c'est du plastique recyclé. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses comme ça. On s'est posé la question, par exemple, évidemment, dématérialisation, faire sans papier. Mais si on fait sans papier, du coup, on fait beaucoup d'électronique. Et donc, du coup, on se retrouve avec des baies de brassage dans l'hôtel. Enfin, voilà. Donc, je trouve que la vraie question, c'est plutôt réussir à faire ce qui est le moins pire dans chaque petite chose du quotidien, quoi. C'est vraiment la question, parce qu'aujourd'hui, dans chaque pas, on se disait, mais ok, donc entre ça et ça, même dans est-ce qu'on fait, parce qu'on a un restaurant 100% à base de plantes dans l'hôtel, et donc on se disait, est-ce que, par exemple, dans le choix de nos coussins, est-ce qu'on prend plutôt un truc plastique recyclé ou plutôt un truc animal, mais donc du coup, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui est le moins pire? Et donc voilà, aujourd'hui, la question, c'est faisons plutôt du mieux en essayant de faire pas trop mal, quoi. C'est tout à fait ça. Enfin, je pense que, en fait, ce que vous dites, ça résume un petit peu la situation. C'est-à-dire que se dire qu'on va tout faire aujourd'hui, voilà, en 100% écolo, je pense que on n'y arrivera pas. Le mieux, c'est le bon sens, c'est de faire le mieux possible et en tout cas d'encourager les gestes, d'encourager les actions, si petites soient-elles, jusqu'à bien évidemment le summum, mais toutes ces actions, elles ont un vrai impact positif aujourd'hui sur l'environnement et c'est le plus important. Donc se dire qu'on est peut-être à 30%, 40% ou 70%, c'est déjà se dire que de toute façon, qu'il y a une éco-conscience, en tout cas, qui est là, et qu'on va progresser demain. Et du coup, il y a des axes d'amélioration, mais ne pas vouloir, de toute façon, à toute force, faire tout,
100% bien, etc., 100% écolo. Il y a des compromis aussi qui sont à faire. Le plus important, c'est déjà d'avoir mis en place, en tout cas, cette réflexion par des actions concrètes. Merci. Et nous, au GNI, si vous voulez, on fait un abonnement privilégié pour les nouveaux hôtels comme vous. Merci beaucoup. D'autres questions? Non? Ouais. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un certain nombre d'indicateurs que vous arriviez à prendre en compte concernant les attentes des clientèles et précisément des clientèles du luxe. C'est-à-dire que, si je vous suis bien, il y a plein de choses qu'il est possible de faire aujourd'hui. Du coup, on ne sait pas trop dans quelle direction aller et on ne sait pas non plus ce qui est valorisé par le client. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui est plus ou moins valorisé? Donc, je voulais savoir si il existait des études qui permettaient de hiérarchiser en fait les attentes et les principaux signes ou les principaux gestes ou les principaux usages qui étaient plus ou moins valorisés par les clientèles. Alors, nous, on bouffe des rapports toute l'année sur un peu les comportements des clients, etc. Je ne crois pas en avoir vu un qui était vraiment spécifique là-dessus. Et je crois que je rebondis sur ce que disait juste avant l'hôtelière, en fait, je crois que c'est la simplicité. Et surtout d'observer ce que font vos clients dans leur quotidien. Et je crois que si déjà tu appliquais ce que tous tes clients faisaient dans leur quotidien, bon, il y en a certains qui sont beaucoup plus jusqu'au boutiste que d'autres, mais je pense qu'on aurait tout à y gagner. Et je crois que c'est des choses c'est des choses simples à mettre en œuvre. Mais ça ne s'invente pas dans des rapports. Parce que le simple, il y a plein de simplicité, mais simplement, comment on commence et on fait quoi en premier, en deuxième, en troisième? Puisqu'on peut faire plein de choses simples. Moi, je vais juste donner quelques informations que j'ai échangées avec des clients qui voyagent plutôt effectivement dans de très belles chaînes de luxe, les Six Senses et whatever. Et la plupart du temps, déjà sur la partie restauration, sur la nourriture, il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Et effectivement, se dire effectivement qu'on a des produits essentiellement locaux, des produits qui proviennent d'une ferme ou d'un jardin bio qui appartient à l'hôtel, etc. Ça, ce sont quand même des critères qui sont pris en considération par les voyageurs de luxe, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, à ce voyageur justement extrêmement exigeant, il faudra aussi lui expliquer que si je dis une bêtise, il est au Maroc, il est donc dans un hôtel, dans une destination où il y a essentiellement des oranges, on peut aussi lui expliquer qu'il ne pourra pas avoir de jus de mangue ce jour-là. Donc c'est aussi des petites choses en fait, qui vont valoriser effectivement les produits locaux. Et ça s'explique et je pense que de toute façon, cette clientèle est de plus en plus preneuse, en tout cas a plus d'oreilles pour ce genre d'arguments et est en recherche du coup d'une nourriture beaucoup mieux équilibrée et surtout locale. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour les échanges, c'était passionnant. Merci de nous avoir éclairés. Merci à vous. Et merci à vous.